quant à l'origine de l'inflation, quels sont les déterminants de l'inflation actuellement, il y a une très très grande partie qui est due à une inflation par les coûts, surtout par les coûts des matières premières, les coûts du transport international, du fait que nous sommes énormément importateurs de matières premières et de produits nécessaires à la production. Il y a cet aspect-là. Maintenant, en matière d'inflation par la demande, elle existe partiellement, mais quand on parle de la demande, il faudrait peut-être aussi la décomposer dans ces trois parties. Je parle de demande intérieure, dans les trois parties: consommation privée, investissement privé et dépenses publiques. Alors tout ce qui est consommation privée et investissement privé, je ne pense pas que ce soit la cause principale, vu que ces dernières années, et là je relie un tout petit peu à la politique monétaire, la hausse des taux d'intérêt a fait que le secteur privé en matière de dépenses a vu sa part diminuer. C'est le secteur public qui maintient une pression sur la demande intérieure, c'est les dépenses de l'État, donc avec aussi bien sûr l'inflation par les coûts, surtout coûts de matières premières, coûts de produits provenant de l'étranger, avec une légère détente en 2023, mais actuellement il y a eu un retour. Mais si on parle de dépenses publiques, les dépenses publiques, pour l'essentiel, c'est des dépenses effectivement de fonctionnement. Et sans dépenses d'investissement. Très peu de la consommation. Ah, elles alimentent la consommation finale, c'est-à-dire, bon, actuellement, il y a un petit changement dans la structure des dépenses de l'État. Les services de la dette sont en train de prendre une part un peu plus importante. Et la partie salaire, ou bien la partie consommation courante de l'administration, elle est en train relativement de se tasser. Subvention extraordinaire. Subvention, pas fait les dépenses courantes de l'État. Mais le problème, c'est que ça marche. Le problème, comme il a dit, on ne parle plus d'investissement public. L'investissement public est pratiquement, depuis 2019, en termes constants, il est pratiquement constant, sinon il a régressé, constant. En termes courants. Et là, peut-être, je vais enchaîner sur la question de l'investissement public et de l'investissement d'une manière générale, à la fois public et privé. Et là, c'est un autre aspect, c'est le côté offre-production, potentiel de production qui a faibli, qui a fait que, c'est-à-dire la rareté des produits offerts sur le marché, vu que le potentiel de production a baissé, c'est-à-dire a réellement baissé, dû à la faiblesse de l'investissement public et de l'investissement privé sur les 10 dernières années, même un peu plus. Alors, ce qui a fait que notre potentiel de production est donc devenu plus faible. Ceci alimente les prix par la faiblesse de l'offre. Voilà. Bon, pour enchaîner un petit peu. Mais oui. L'essentiel, quand on voit que les salaires distribués par la fonction publique, est-ce qu'en 2010, pratiquement 6 milliards de dollars, 2022, 23 milliards. Pour un pouvoir d'achat qui régresse. Évidemment, ça veut bien entendu. Parce que là, manifestement, mais c'est pour la consommation presque. Alors maintenant, il y a aussi l'inflation qui alimente l'inflation. Et là, l'inflation qui alimente l'inflation, c'est une question de prix relatif. Quand on a une première vague d'augmentation des prix, alors il y a des phénomènes de rattrapage. Parce qu'au départ, c'est certains agents, certaines entreprises qui augmentent leurs prix. Alors au bout d'un certain temps, les autres agents, y compris les fournisseurs de services, etc., se rattrapent. Sinon, ils n'ont plus de pouvoir d'achat. Pour rattraper leur pouvoir, ils alimentent l'inflation. Et c'est ce qui explique que l'inflation, elle se maintient à des niveaux élevés. Quand ils anticipent, effectivement, ils se disent que si le repas sera encore plus cher qu'aujourd'hui, il achète aujourd'hui plutôt que de laisser pour demain. Alain Lipietz, je suis sûr que ça dit quelque chose. Alain Lipietz, en 79, alors que j'ai commencé mes études dessus, il a sorti un bouquin, après on a bossé dessus. Crise et inflation, pourquoi? Alors, résumé très vite. Il croit que la nécessité d'un nouveau mode de régulation de l'économie pour accompagner la généralisation de la technique, le machinisme. Et la conséquence, si ce nouveau mode n'est pas mis en place, tu as une économie désarticulée. Et bien entendu, la manifestation, entre autres, pour l'inflation. Je prends ce schéma qui a touché l'Europe il y a pratiquement 45 ans. Je peux l'appliquer à la Tunisie. Ça fait, depuis 2012, on parle de quoi? Manuel Tanmi.
renouveler voilà, j'ai posé la question, les gens se gargarisaient. Renouveler le modèle de développement. J'ai une question bête. Qu'est-ce que c'est un modèle de développement? Deuxième question. Vous allez le changer, comment vous allez financer? Qu'est-ce que c'est? Vous allez financer. Il est financé depuis au moins 60 ans par l'exportation, la demande, le tourisme, les prix. Comment vous allez financer le nouveau? Donc, alors, il nous aboutit à quoi? Un peu, je rejoins Rachid. Pourquoi il y a une inflation finalement dans un pays quelconque? L'inflation, Aglietta disait, l'inflation est un rapport social. À partir du moment où tu as une inflation, c'est que tu as un déséquilibre quelque part, social, un rapport social, un rapport économique et un rapport à l'insertion dans l'économie monde. Je vais laisser les deux, le premier, rapport social financier. Je me focalise sur les deux. Tunis, tu as des chiffres macro inquiétants, persistants. Je vais en prendre 2 ou 3. La dette publique. Depuis 2021, on tourne à pratiquement 80% du PIB public, dont les 2 tiers sont en devises et 1 tiers en dinars. Tu sais qu'elle a doublé depuis 2011. En 2011, Lyon 2023, la dette publique a pratiquement doublé. Pour quel effet sur nous? Aucun. L'augmentation de la dette publique, des autoroutes, des hôpitaux, des universités, des piscines olympiques. Je m'intéresse à le piscine, il تخرج من تربح وولدي في l'équipe nationale water polo, donc on suit ces choses-là. Mais finalement, il n'y a rien. Donc où va cet argent? Il faut le faire. Il alimente une consommation improductive. Deuxièmement, le service de la dette, il va exploser. Il a doublé par rapport à 2023. En service de la dette, on a 2 milliards de dollars. Il faut les sortir, alors les 2 milliards de dollars. Sinon, tu es en situation de défaut. À défaut, Carnegie a sorti une étude en janvier 2004 à la Tunis. 2024 janvier 2024 ايش عليا حمزه مدب واسحاق ديوان 3 les trois scénarios pour la Tunisie. حاجه اخرى qui est encore plus grave que tout le monde oublie, le taux d'investissement. Investissement sur PIB, il est le plus faible depuis 20 ans. On est à pratiquement 13%, 12,8 بالضبط. هذوما الكل كي نلمهم دونك شويه 14-15%. عمرها ما صارت يا هادي. مخبير عليك علاش قلنا الانفستيسمون بوبليك. حاجه اخرى مره اخرى احكي لا ديت ا كور تيرم دو ليتا جبت في السيمينار هذاك دو بوليتيك مونيتير لا ديت ا كور تيرم دو ليتا en 2023 en 2019 elle était 20%. اليوم elle est en fin 2023 31%. Or la dette à court terme c'est كاينه هنا مش تفضلي il faut que tu la rembourses. Le court terme c'est entre maximum un an maximum. Donc ça sont en train de mettre des bons trésors à 3 mois. Donc ça te donne une prévision de croissance. Et moi je prends celle-là. Le BER, donc le واحد كله خاطر يبداو يلوحوا de 1 de 8 وبعد حتى نقولكم. Moi je te donne le taux, je crois celui-là اللي عملوا سي هاشم عليا كيما طاح صحيح في 2023 قال لك on va tourner autour de 0,5%. ال 1 2 وال 1 8 وكل مره انا في الراديو قلت نقدر ما نقصوا نتاو 10 2,2 ولا من توا نقول لكم سي امبوسيبل. انا هبطنا 0,4 mais les gens ne réalisent pas. Donc, quand tu prends tout ça, conséquences, tu as un miroir inquiétant. Ce miroir, où est-ce que tu vas le voir? Tu vas le voir au niveau de l'inflation. L'inflation va refléter tous les déséquilibres que tu as dans une économie. Alors moi j'ai posé la question. L'inflation, elle est en train de reculer, c'est vrai. Mais moi je pose la question. On a amené à 8,3, même période. On est à 7,2. Très bien. Moi je pose la question bête. Est-ce qu'on est en train de reculer dans une composante monétaire ou structurelle? Quelle monétaire? Bon, mais je me dis, حاجتي structurelle, la comparaison. وقت بدات la guerre en Ukraine, la zone euro, 8% de taux d'inflation. العمره ما صارت لهم. اليوم هبطوا 2,4. شنو المغرب اللي حدانا؟ المغرب en mars 2023 خبطوا 8% كيف. اليوم ils sont à 0,9. Oh, il faut se poser des questions là. Bien sûr, باش تقول لي ماهوش كيف. انا خدمت وقت اعوذ بالله من كلمه انا un papier pour un concours. Tu sais que le système bancaire marocain en 94-96 photocopie تاع تونس هما نقلوا علينا. Banque de développement, banque offshore, caisse d'épargne بالضبط بالله تحيا لساني هكا لصق
Et ils sont à 0,9, on est à 8. Il faut se poser des questions là. Il faut se poser des questions. Donc la question, elle est structurelle. Tu as les lobbies, tu as l'économie informelle, tu as les rigidités sur l'offre. Qui m'a Rachid, les rigidités sur l'offre. البارح حديد كانت ب5 طلعت السماء عليه 10 حديد. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'importation ou d'extraction. علاش pour des mouvements sociaux, pour et هذا الكل tu le vois sur le terrain. Il y a aussi c'est-à-dire la capacité de régulation de l'État que l'État a perdu sur certains produits de base, etc. C'est dû au problème des entreprises publiques qui ont en charge cette politique de régulation du marché. D'abord pour deux raisons. Un, c'est leur capacité de gestion qui n'est plus la même, et surtout leur capacité financière, parce que l'Office du commerce n'ont plus l'argent nécessaire pour importer à temps et réguler le marché, parce qu'une fois le marché il est dérégulé, la pénurie s'installe. La pénurie, elle s'installe. Elle est récurrente. Et pour rétablir l'équilibre, parfois il te faut alimenter le marché doublement pour que que la pression spéculative. Pour faire des cours, considérer à quel profit le crime. L'inflation, il y en a qui ont bénéficié, bien évidemment, il y en a qui peuvent s'en défendre. Les salariés, manifestement, surtout s'en subissent. Ils subissent. Ils subissent, mais ils peuvent s'en défendre. Si ça va, il y a de l'inflation, ça va aller, mais pratiquement, les retraités ne peuvent pas le faire. Les chômeurs sont lourdement évidemment. Voilà. Et puis, d'un autre côté, alors, quelle est l'incidence sur pratiquement les entreprises? D'un autre côté, finalement, les entreprises, quand les prélèvements, est-ce que la demande diminue? Est-ce que vous, finalement, et puis, il y a aussi, on oublie de le dire, l'hypocrisie de l'État, puisque finalement, dans le prélèvement, l'État, surtout quand il est très endetté comme dit l'État. Il pompe un max, il pompe en courant, qu'est-ce faire? Parce qu'il rembourse en monnaie pratiquement. Oui, je pense qu'il pompe en courant, pas en lait. Il a intérêt finalement parce qu'il est prélèvement. S'il emprunte lui à 9% qu'il m'a gagné, il y a combien 9%, c'est l'inflation est 12-13%, c'est une relation. Donc automatiquement, ton intérêt est haut, négatif. C'est pour ça que les banques prêtent de l'argent à l'État. Qui profite de l'inflation? Et quelle est pratiquement l'incidence sur pratiquement la production, sur l'entreprise, sur l'emploi, etc. Bon, alors j'aimerais bien que vous allez répondre à la question plutôt à l'inverse. Quelles sont les catégories sociales les plus touchées? Et ici, c'est les catégories sociales qui n'ont pas un revenu clair et un revenu, c'est-à-dire déclaré. Alors, si on va prendre les salariés, comme vous l'avez indiqué, les salariés peuvent se rattraper, mais de toutes les manières, ils ont un revenu. Les entreprises, généralement, elles en profitent. C'est elles qui en profitent en premier lieu, à différents niveaux, bien sûr. Parce que ce qui augmente, finalement, les prix, c'est les entreprises, d'une manière générale. C'est exportatrice. Exportatrice. Même production locale. Même production locale. Même production. Il va impacter l'augmentation. Augmentation exportatrice, il va falloir corriger le différentiel d'inflation par le différentiel de taux de change. Mais tu as pas parlé de compétitivité prix. Mais disons que les entreprises. L'inflation compétitive, tu vas enchaîner les importations par et enchaîner les comptes. Mais de toutes les façons, les entreprises ont toujours cette possibilité d'augmenter les prix et de s'adapter à cette inflation, de la récupérer, pas totalement, parce que certainement elles perdront des parts de marché, éventuellement, etc. Mais quand même, les entreprises sont je dirais pas forcément bénéficiaires, mais ce sont celles qui sont le plus protégées face à l'inflation. Alors, entreprises, au premier là, les salariés peuvent se rattraper, pas toujours. Alors, les salariés, bon, si je prends le cas de la Tunisie, les salariés du secteur privé arrivent un tout petit peu à avoir ces derniers temps des augmentations salariales acceptable, inférieur à l'inflation. Il y a eu un accord récemment de 6,5, voilà 6,25%. Il y a eu un accord il y a aussi quelques années de 6%. C'est assez proche. On récupère au moins 80% de l'inflation, ce qui n'est pas dans le cas du secteur public et ce qui n'est pas le cas essentiellement, comme vous l'avez mentionné, des retraités et encore moins les chômeurs et les gens qui ne sont pas dans le système et qui sont affectés directement, et là c'est des catégories sociales qui payent la plus lourde facture de l'inflation. Alors,
si je prends un peu, je refais un peu d'histoire de l'inflation sur, je dirais, les 30 dernières années, commençant en 1990 jusqu'à 23-24. Alors, dans les années 90, on avait un démarrage d'un niveau d'inflation de 7%. 89, 90, 80. Alors cette inflation s'est maintenue quelques années et ensuite on a connu une baisse de l'inflation qui était au début des années 2000 inférieure à 2% en Tunisie. Alors à partir de 2003, et ça c'est la politique de change qui a alimenté l'inflation, on a commencé à déprécier le dinar tunisien du différentiel d'inflation à peu près de 5 points chaque année d'une dépréciation. Alors ça a donné une courbe ascendante, parce qu'en 2010-2011, quand il y a eu la révolution, plusieurs personnes pensaient que la révolution était derrière la hausse des prix qu'il y a eu en 2011. Non, elle était dans une tendance longue qui a commencé en 2002-2003 de croissance des prix graduellement. On est arrivé à 4,5% en 2010, où il y a eu aussi les accords, la politique salariale, c'est-à-dire les accords triennales. Et là, je vais rejoindre un tout petit peu la question. La politique de revenus était relativement stable et les entreprises ont bénéficié d'un environnement, je dirais, stable qui leur